À l'extrémité de notre système solaire, au-delà de l'orbite de Neptune, il existe un petit monde extrêmement froid, presque hors de portée de la chaleur du Soleil, et c'est Pluton. C'est tellement éloigné de la Terre que même la lumière du Soleil n'y parvient presque plus. Pendant de nombreuses décennies, les scientifiques savaient très peu de choses sur ce monde mystérieux. En fait, dans la plupart des télescopes à l'époque, ce n'était qu'un petit point lumineux flou au milieu de l'immense espace. À cause de cela, de nombreuses questions sont restées sans réponse. Quelle est sa véritable taille? À quoi ressemble sa surface? Et quels autres secrets cache-t-il encore? Au fil des années, et à mesure que la technologie des astronomes s'améliorait, les mystères entourant Pluton commençaient peu à peu à se dévoiler. Et l'une des plus grandes surprises, c'est que Pluton n'est pas seul. C'est un monde qui voyage dans l'obscurité de l'univers. Oui, il s'avère qu'il est accompagné d'un corps céleste étrange qui fait presque la moitié de sa taille, et il s'agit de Charon. À première vue, tu pourrais penser qu'il ne s'agit que d'une lune ordinaire en orbite autour de Pluton. Mais plus les scientifiques l'étudient, plus il apparaît que leur relation n'est pas du tout ordinaire. En fait, il y a des astronomes qui pensent qu'ils tournent l'un autour de l'autre dans une étrange danse gravitationnelle. Et ils sont les seuls à avoir ce genre de schéma, ils n'ont pas d'équivalent dans tout le système solaire. Mais la question est, comment ce monde mystérieux a-t-il été découvert? Et comment Charon a-t-il changé tout ce que nous savions sur Pluton? Et à quoi ressemble Charon? Mais avant de commencer notre discussion, je voudrais juste te demander de mettre un like et de t'abonner à notre chaîne. C'est d'une grande aide pour nous, les créateurs de contenu. Alors commençons. Tout a commencé ainsi. Tout a commencé dans les années 90. À l'Observatoire naval des États-Unis, un astronome nommé James Christie effectuait simplement une analyse habituelle des anciennes photos de Pluton. Son objectif était d'améliorer les calculs concernant le mouvement exact de Pluton dans l'espace. En examinant les plaques photographiques, il a remarqué quelque chose d'étrange. Au lieu d'un simple point lumineux, certaines images de Pluton semblaient en montrer une bosse ou une partie saillante sur un côté. À première vue, cela semblait n'être qu'un simple défaut de la caméra ou un effet des conditions atmosphériques lors de la prise de la photo. En fait, beaucoup de ces images avaient déjà été classées comme défectueuses ou de mauvaise qualité. Mais Christie n'était pas convaincu. Il avait de l'expérience dans l'étude de ce qu'on appelle les étoiles doubles, des étoiles qui sont ensemble dans un même système. Grâce à cela, il était familier avec les motifs inhabituels qui pouvaient indiquer que deux objets étaient collés l'un à l'autre sur une image. Il est devenu encore plus intéressé lorsqu'il a remarqué que les autres étoiles sur la même image étaient petites et non déformées. S'il y avait un problème avec le télescope ou l'atmosphère de la Terre, tout dans l'image aurait dû être affecté aussi. Mais ce n'était pas le cas. Seul Pluton avait une forme étrange. C'est là qu'a commencé à se former une possibilité surprenante. Et si ce n'était pas un défaut de la caméra? Et si Pluton avait vraiment un compagnon? Pour en être sûr, Christie est retourné consulter de nombreuses années d'observations archivées. Il a examiné de vieilles photos datant des années 1960, et ainsi, le même motif est réapparu à plusieurs reprises. Encore et encore, la même bosse étrange apparaissait à différents endroits autour de Pluton. Avec son collègue Robert Harrington, ils ont suivi ces mouvements pendant de nombreuses années à l'aide de données d'observation. Après une analyse approfondie, un résultat important est apparu. Il s'est avéré que l'objet mystérieux semblait orbiter autour de Pluton tous les 6,4 jours environ. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que cela correspond presque exactement à la vitesse de rotation de Pluton elle-même. Est-ce simplement une coïncidence ? Il est clair qu'ils ont découvert un nouveau monde, une lune immense liée à Pluton par la gravité dans une étrange danse à travers la galaxie. Au début, on lui a donné le nom provisoire S1978P1, mais plus tard, Christie a proposé le nom Charon. Selon ses interviews, ce nom vient du surnom de sa femme Charlène, qu'il appelait Char. Il a ajouté le mot « on », qu'on entend souvent dans les termes utilisés en physique. Mais il y a un autre détail amusant. Peu de temps après sa suggestion, il a découvert que, selon la mythologie grecque ancienne, Charon était le passeur qui transportait les âmes vers le monde souterrain, le royaume du dieu Pluton. C'est comme si le nom était prédestiné depuis le début. En 1986, il a été officiellement reconnu par l'Union astronomique internationale. Cependant, plus les astronomes étudiaient le système de Pluton et Charon, plus ils réalisaient qu'il ne s'agissait pas d'une planète et d'une lune ordinaire, comme celles que l'on voit dans d'autres parties du système solaire.
En fait, c'est ici que la vision des scientifiques sur Pluton a commencé à changer complètement. Après avoir confirmé l'existence de Charon, les chercheurs ont eu l'occasion de mesurer plus précisément la masse totale de leur système en utilisant le mouvement de la Lune autour de Pluton, et le résultat était inattendu. Pendant de nombreuses années, certains scientifiques pensaient que Pluton était plus grande et plus massive qu'en réalité. Mais lorsque les nouveaux calculs sont sortis, il s'est avéré qu'elle était en fait très légère par rapport à la plupart des planètes de notre système solaire. Il est soudain devenu clair que ce n'était pas une petite version de la Terre, mais un monde glacé étrange avec sa propre histoire de formation. Mais la découverte concernant Charon était encore plus surprenante. Pour une lune, elle est très grande par rapport à la planète qu'elle orbite. Dans la plupart des systèmes planète-lune, la Lune est très petite par rapport à la planète principale. Par exemple, même si notre Lune paraît très grande vue depuis la Terre, elle ne représente qu'une petite partie de la masse totale de notre planète. La situation est différente pour Pluton et Charon, qui ressemblent à deux partenaires de taille similaire en orbite l'un autour de l'autre. À cause de cela, il se passe quelque chose d'inhabituel dans leur système. Habituellement, le centre de gravité d'une planète et de sa Lune se trouve à l'intérieur même de la planète. Cela veut dire que la Lune tourne réellement autour de la planète, qui ne fait que vaciller légèrement. Mais dans le cas de Pluton et Charon, ce centre se trouve dans l'espace vide entre eux. En d'autres termes, ce n'est pas seulement Charon qui tourne autour de Pluton. Ils tournent tous les deux autour d'un point invisible dans l'espace. Imagine deux personnes se tenant la main tout en tournant au centre d'une piste de danse. Aucun d'eux n'est vraiment immobile. Ils bougent tous les deux autour d'un même centre. C'est exactement ce qui se passe dans le système Pluton-Charon. Et leur relation étrange ne s'arrête pas là. Il existe un autre phénomène rarement observé à ce niveau. Si l'on observe notre Lune, on remarque qu'une seule de ses faces est tournée vers la Terre. C'est parce que la vitesse de rotation de la Lune sur son propre axe est la même que celle de sa révolution autour de notre planète. On parle de rotation synchrone. Pour Pluton et Charon, c'est encore plus extrême. Ils sont tous deux en rotation synchrone l'un avec l'autre. Cela signifie que pendant que Charon regarde Pluton, Pluton regarde aussi Charon de la même manière. Si un astronaute se tenait sur la face de Pluton tourné vers Charon, il verrait Charon rester immobile dans le ciel en permanence. Il ne se lèverait pas, il ne se coucherait pas. C'est comme un énorme cercle suspendu en permanence dans le ciel. Par contre, si tu te trouves de l'autre côté de Pluton, tu ne verras jamais Charon, pas une seule fois, de toute ta vie. Voilà à quel point leur relation gravitationnelle est intense. À cause de toutes ces caractéristiques étranges, de nombreux astronomes ont commencé à se poser des questions. Peut-on encore appeler Charon une lune, ou vaut-il mieux les voir comme deux mondes similaires, orbitant ensemble dans l'espace ? Au début des années 2000, cette question est devenue une partie importante du débat croissant sur la véritable signification du mot planète. À mesure que l'on découvrait de plus en plus de grands objets glacés dans la ceinture de Kuiper, au-delà de l'orbite de Neptune, la communauté scientifique avait de plus en plus de mal à expliquer pourquoi Pluton était spécial par rapport aux autres. Et c'est là que les données provenant de Charon sont devenues importantes. Elles ont montré que le système solaire est plus complexe que les simples catégories utilisées auparavant par les scientifiques. En 2006, l'Union astronomique internationale a sérieusement discuté des différentes classifications possibles pour Pluton et Charon. Certains ont même proposé de les qualifier de doubles planètes selon certains dogmes. Mais alors que le débat se poursuivait, une décision encore plus importante approchait. Une décision qui allait non seulement changer le statut de Pluton. Cela allait changer la façon dont le monde perçoit ce qu'on considère réellement comme une planète. Mais il y a une question encore plus importante qui préoccupe les astronomes depuis longtemps. Si la relation entre Pluton et Charon est si spéciale, comment tout cela a-t-il commencé ? Pendant de nombreuses années, l'explication la plus populaire était qu'il y avait eu une collision massive au début du système solaire. Selon ce modèle, un grand objet glacé est entré en collision avec Pluton il y a des milliards d'années. En raison de la force de l'impact, des matériaux ont été projetés dans la galaxie et se sont ensuite rassemblés pour former Charon. À première vue, cette idée semble raisonnable. C'est également la principale explication des scientifiques sur la façon dont notre Lune s'est formée après une collision géante avec la jeune Terre. Mais à mesure que les simulations informatiques s'amélioraient et que les études sur la composition de Pluton et de Charon se multipliaient, certains problèmes ont commencé à apparaître. En effet, ils ne sont pas comme la Terre. Pluton et Charon sont principalement composés de glace et de roches. À cause de cela, leur réaction à une collision violente serait différente de celle des planètes rocheuses plus grandes.
C'est ici qu'a commencé à émerger une idée plus récente, étudiée par certains planétologues. Au lieu d'une destruction violente, la première rencontre entre ces deux anciens mondes aurait pu être plus douce. Selon certaines simulations modernes, il est possible qu'il y ait eu une collision lente et oblique entre deux corps proches dans la ceinture de Kuiper. Ils ne se sont pas immédiatement désintégrés. Ils auraient pu rester temporairement collés en tournant dans l'espace avant de se séparer. C'est comme deux voitures qui se heurtent légèrement à basse vitesse puis continuent dans des directions différentes, sauf que dans ce cas, elles ne se sont jamais complètement échappées de la gravité l'une de l'autre. Depuis lors, ils sont restés ensemble dans un partenariat gravitationnel permanent. Bien que les détails exacts de leur origine continuent tantôt d'être étudiés, les observations révèlent une chose importante. La composition de Pluton et de Charon est différente. Pluton contient un pourcentage plus élevé de roches, tandis que Charon présente une plus grande quantité de glace. Pour de nombreux chercheurs, cela indique qu'ils ne sont pas simplement le mélange d'un seul objet après une collision extrêmement chaude. Il est possible qu'ils aient eu leur propre identité avant même de devenir partenaires dans l'espace. Mais quoi qu'il se soit réellement passé à l'époque, il y a un effet dont les scientifiques sont presque certains. Une énorme quantité d'énergie a été produite pendant que la gravité ajustait leur nouvelle relation. Alors que leur orbite et leur rotation changeaient lentement, une friction intense s'est produite à l'intérieur des deux mondes, et cette friction s'est transformée en chaleur. C'est un détail très important car, dans la partie très froide du système solaire où il se trouve, tout apport supplémentaire de chaleur peut changer toute l'histoire d'une planète ou d'une lune. De nombreux modèles planétaires pensent que cette chaleur a pu affaiblir l'épaisse couche de glace à l'intérieur de Charon. Sous sa surface glacée, un vaste océan souterrain aurait pu se former dans un passé lointain. Un océan qu'aucun humain n'a jamais vu. Un océan caché sous des kilomètres de glace. Et si cela était vrai, cela signifie que le monde silencieux d'aujourd'hui était autrefois bien plus actif que beaucoup ne l'imaginent. Pendant de nombreuses décennies après sa découverte, Charon n'était qu'un point flou dans les télescopes terrestres, et personne ne savait vraiment à quoi il ressemblait. Personne ne savait s'il y avait des montagnes, des falaises ou des traces d'une ancienne activité géologique ici. Puis est arrivé un moment historique. Le 14 juillet 2015, la sonde New Horizons de la NASA est passée à proximité. Dans le système de Pluton, après près d'une décennie de voyage dans l'espace. Pour la première fois, l'humanité a pu voir de près Pluton et Charon. Les images montrées étaient encore plus étranges que ce qu'attendaient tant les scientifiques. Au lieu d'être simplement un rocher glacé, Charon est apparu comme un monde avec sa propre histoire complexe. Un monde qui semble avoir connu d'énormes changements internes à un moment donné. Et les traces de ces anciens bouleversements sont encore gravées aujourd'hui à la surface de cette mystérieuse lune. Lorsque les scientifiques ont examiné les images envoyées par New Horizons, une chose est immédiatement devenue claire. Le passé de Charon n'a pas été tranquille. Bien que cette lune semble froide et sans vie aujourd'hui, sa surface est remplie de traces d'anciennes catastrophes qui ont autrefois secoué son monde tout entier. Dans de nombreuses parties de la surface de Charon, on peut voir d'énormes fissures, de longues falaises et de profondes vallées s'étendant sur des centaines de kilomètres. Certaines sont si vastes qu'il est presque difficile d'imaginer leur taille réelle. Il existe des régions qui s'étendent sur plus de 1000 km de long, tandis que certaines falaises sont encore plus profondes que beaucoup des canyons célèbres ici sur Terre. Mais il y a une question. Quelle force pourrait être assez puissante pour fissurer presque toute la croûte d'un monde ? Ce n'est pas un astéroïde, ni un volcan au sens habituel du terme. Selon les planétologues, la réponse pourrait venir de l'intérieur même de Charon. Lorsque le système de Pluton était encore jeune, il lui restait beaucoup plus de chaleur interne. Depuis sa formation, il est également possible que les éléments radioactifs naturels présents à l'intérieur de la partie rocheuse de la Lune aient les contribué. Avec le temps, cette chaleur aurait pu suffire à faire fondre certaines des couches de glace cachées sous la surface. Si ce modèle est correct, Charon aurait pu autrefois posséder un vaste océan enfoui sous son épaisse couche de glace. Ce n'est pas un océan visible à la surface, mais un océan secret caché dans les profondeurs. Mais à mesure que la Lune se refroidissait pendant des millions d'années, la situation a commencé à changer. Peu à peu, l'eau qui était autrefois à l'état liquide a commencé à geler. Et c'est là qu'une caractéristique étrange de l'eau s'est manifestée. Contrairement à la plupart des matériaux, l'eau augmente de volume lorsqu'elle gèle. À mesure que la glace se formait sous la croûte, elle semblait lentement pousser toute la surface de Charon vers l'extérieur.
La croûte s'est progressivement étirée. La pression a augmenté petit à petit, jusqu'à ce qu'arrive le moment où elle ne pouvait plus résister à la force venant d'en dessous. Et ensuite, la surface s'est fissurée. Les gigantesques failles et canyons que nous voyons aujourd'hui sont probablement les marques permanentes de ce processus. C'est comme un monde qui a lentement gonflé de l'intérieur avant de finir par avoir de grandes blessures à sa surface. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ces preuves sont restées claires jusqu'à aujourd'hui. Contrairement à la Terre, qui a la pluie, le vent, les océans et une géologie active qui modifièrent le paysage, il n'y a presque aucun de ces processus sur Charon. Il n'a pas d'atmosphère épaisse qui pourrait effacer les anciennes traces. À cause de cela, ce que nous voyons aujourd'hui ressemble à une immense capsule temporelle provenant d'un passé très lointain. Mais toutes les parties de ce satellite n'ont pas la même histoire. En fait, New Horizons a découvert qu'il y a comme deux mondes différents cachés dans une seule lune. Au nord, on peut voir d'anciennes terrasses, régions sereines, pleines de cratères, fissures et vestiges d'anciennes activités géologiques. Elles semblent anciennes, rugueuses et chargées d'histoire. Pendant ce temps, dans la partie sud, le paysage change soudainement. La surface est plus lisse, il y a moins de cratères et elle semble plus jeune que les autres régions. Pour les scientifiques, c'est un indice important qu'il s'est passé quelque chose d'inhabituel ici après la formation des anciennes fissures au nord. L'une des principales explications est ce qu'on appelle un cratère. À première vue, cela ressemble à un volcan ordinaire. Mais dans un monde aussi froid que Charon, ce n'est pas de la roche en fusion qui sort du sous-sol. C'est peut-être plutôt un mélange d'eau, de glace et d'autres produits chimiques venus de l'intérieur. Au fur et à mesure que l'ancien océan souterrain gèle, la pression augmente sous la croûte. Lorsqu'une fissure se forme, certains matériaux peuvent être forcés de remonter à la surface. Au fil du temps, il est possible que les dépôts gelés aient recouvert une grande partie de l'hémisphère sud. C'est pourquoi cette région paraît plus lisse et plus jeune que le nord. Il y a aussi quelques montagnes étranges dispersées sur cette plaine. Certaines semblent isolées et se dressent au milieu des vastes plaines, comme si elles n'appartenaient pas à cet endroit. Certains scientifiques suggèrent que celles-ci pourraient être d'anciens fragments d'une croûte plus vieille, détachés lors d'une période d'intense activité géologique. Si cette interprétation est correcte, elle pourrait ressembler à d'énormes icebergs qui se seraient autrefois déplacés à la surface du matériau gelé avant d'être finalement laissés à leur emplacement actuel. À chaque nouvelle analyse des données de New Horizons, il devient de plus en plus évident que Charon n'est pas simplement une lune à côté de Pluton. C'est un monde qui a autrefois possédé de la chaleur interne, qui pourrait abriter un océan caché et dont l'histoire est inscrite dans les fissures, les falaises et les plaines que nous voyons aujourd'hui. Mais parmi toutes les découvertes de New Horizons concernant Charon, il y a un détail qui a immédiatement attiré l'attention des scientifiques, sa couleur. En particulier l'étrange zone rouge sombre que l'on trouve à l'extrémité nord de la Lune. Vu de l'espace, cela ressemble à une grande tache posée sur la surface de la glace. En raison de son apparence étrange, certains membres de l'équipe New Horizons lui ont donné un nom informel, Mordor Macula. Et jusqu'à présent, cela reste l'un des mystères les plus fascinants de tout le système de Pluton. À première vue, cela semble n'être qu'un simple changement de couleur. Mais pour les planétologues, c'est une pièce importante de preuve qui pourrait expliquer comment Pluton est influencé. Et Charon, même s'ils sont séparés par des milliers de kilomètres. Selon les analyses, cette couleur rouge est probablement due à des composés organiques complexes appelés tholines. Ils se forment généralement lorsque des molécules simples comme le méthane sont exposées au rayonnement ultraviolet du Soleil et aux particules à haute énergie qui voyagent dans l'espace. Au fil d'une très longue période, ces substances chimiques deviennent des matériaux sombres et rouges. Mais d'où vient le méthane ? C'est ici que commence la partie la plus intéressante de l'histoire. L'une des principales explications concerne Pluton lui-même. Bien que Pluton soit petite, elle possède une fine atmosphère composée de différents gaz, dont le méthane et l'azote. Petit à petit, une partie de cette atmosphère s'échappe dans l'espace. Alors que Charon orbite autour de son partenaire, il est possible que certaines des molécules qui s'échappent soient capturées par sa gravité. C'est comme un transfert lent mais continu de matière d'un monde à un autre. Lorsque le long hiver polaire arrive dans l'hémisphère nord de Charon, la température chute considérablement. Il fait tellement froid là-bas que le méthane peut directement se condenser en glace. Après une très longue période d'obscurité,
Cette région sera à nouveau éclairée par le soleil. Et lorsque cela se produira, la lente transformation du méthane commencera à cause du rayonnement ultraviolet. Pendant des millions à des milliards d'années, une épaisse couche de matière rougeâtre que nous voyons aujourd'hui a pu se former. Si cette théorie est correcte, cela signifie que Pluton lui-même a lentement coloré la partie nord de Charon. Un exemple remarquable de deux mondes qui s'influencent directement l'un l'autre, même sans contact physique. Mais tous les scientifiques ne sont pas convaincus que Pluton soit la source du méthane. Il existe une autre explication qui continue également d'être étudiée. Le méthane pourrait venir directement de l'intérieur de Charon. Si cet astre a vraiment eu un ancien océan souterrain et de grandes éruptions cryovolcaniques dans le passé, il se peut que des gaz se soient échappés de ses profondeurs. Cela inclut le méthane et d'autres composés qui pourraient remonter jusqu'à la surface. Avec le temps, ces gaz pourraient en s'être accumulés dans les parties les plus froides de la Lune, les pôles. Et comme dans la première théorie, c'est le rayonnement ultraviolet du Soleil qui pourrait être responsable de la formation du matériau rouge que nous voyons aujourd'hui. Actuellement, il n'y a pas encore de réponse définitive quant à laquelle des deux explications est correcte. Il est également possible que les deux contiennent une part de vérité. Mais quelle que soit son origine, il est clair que la marque rouge sur la partie nord de Charon n'est pas un simple ornement naturel. C'est la trace des processus qui se sont déroulés pendant des milliards d'années. Et c'est aussi un rappel de la profondeur du lien entre Pluton et Charon. En étudiant cette lune, les scientifiques n'ont pas seulement mieux connu Charon, ils ont aussi mieux compris Pluton. En fait, si Charon n'avait pas été découvert, la véritable taille, la masse et les caractéristiques de Pluton seraient peut-être restées un mystère encore plus longtemps. C'est l'orbite de Charon qui a fourni des informations précieuses ayant aidé les astronomes à analyser correctement ce système. Les fissures à sa surface ont révélé l'existence possible d'un ancien océan. Ces plaines ont fourni des preuves d'une activité cryovolcanique. Et la région rouge au pôle Nord a soulevé de nouvelles questions sur le transfert de matière entre ces deux mondes. En d'autres termes, l'histoire de Pluton ne sera jamais complète sans Charon. Pendant de nombreuses années, l'humanité pensait qu'il ne s'agissait que d'une lune ordinaire en orbite autour d'une petite planète naine. Mais la science moderne a montré que leur relation est bien plus spéciale qu'on ne le pensait auparavant. Deux mondes différents, deux corps formés dans la même région du système solaire, et deux histoires écrites ensemble par la gravité, la glace, la chaleur et le temps. D'une petite bosse qui aurait pu être prise pour un défaut sur une vieille photo, est apparu l'un des systèmes planétaires les plus étranges découverts par l'homme, et c'est peut-être là la leçon la plus importante de cette histoire. Parfois, les plus grandes découvertes en science ne commencent pas par une recherche planifiée. Elles commencent par quelque chose qui passe presque inaperçu, un petit détail, une observation étrange, et une personne prête à se demander pourquoi.